Pendant la Seconde Guerre mondiale, des objets extrêmement dangereux et étranges furent créés, dont beaucoup restèrent classifiés pendant des décennies après la fin du conflit. Des expériences impulsées directement par Hitler aux programmes secrets qui poussèrent la science au-delà de toute limite éthique, ces 20 objets reflètent l'une des périodes les plus sombres du développement technologique. Certains de ces artefacts furent conçus pour semer la terreur. D'autres visaient à contrôler des territoires minés ou à dominer le combat aérien et naval. Certains étaient si destructeurs que, s'ils avaient été utilisés à grande échelle, ils auraient pu modifier le cours de la guerre. Aujourd'hui, nous passons en revue les objets les plus dangereux créés par l'Allemagne nazie, des artefacts qui ont réellement existé et qui montrent jusqu'où est allée l'obsession pour la supériorité militaire et le contrôle total. Le Karl Gereth était une pièce d'artillerie conçue pour un problème spécifique, briser des fortifications lorsque l'artillerie normale n'y parvenait pas ou ne pouvait pas ouvrir de brèches fiables. Rheinmetall le développa entre 1937 et 1940 comme un mortier de siège automoteur, une catégorie rare même pendant la Seconde Guerre mondiale, car il combinait la puissance d'une arme de siège avec la mobilité limitée d'un véhicule autonome. Sa caractéristique centrale était le calibre. Le modèle le plus connu, le Gereth 040, était équipé d'un mortier de 600 mm. Il exista ensuite le Gereth 041 avec un tube de 540 mm ou 54 cm et une portée accrue. En pratique, cela signifiait des munitions gigantesques. On cite des projectiles allant jusqu'à 2170 kg pour les plus lourds et d'autres plus légers autour de 1250 kg afin de maximiser la portée. Cette gamme de projectiles reflète le dilemme technique de l'arme. Plus le projectile est lourd, plus l'impact est dévastateur, mais plus la portée est courte et plus l'ensemble du cycle de tir et de rechargement est lent. Le Karl Gereth n'était pas un canon à tir tendu, mais un mortier. Il fonctionnait avec des angles d'élévation élevés, d'environ 55 degrés à 70 degrés, favorisant des trajectoires courbes pour faire retomber les obus sur des objectifs protégés. Malgré cela, son efficacité dépendait d'une préparation minutieuse. La cadence de tir était extrêmement faible, de l'ordre d'un coup toutes les 10 minutes. Et ce n'est pas un détail mineur. Chaque tir impliquait le déplacement et la sécurisation d'un projectile de plusieurs tonnes, la coordination des calculs de tir et la gestion du recul et des contraintes mécaniques. En tant que système, le Karl Gereth était accompagné de sa propre caravane technique. Pour fonctionner, il nécessitait des véhicules auxiliaires et des équipements spécifiques, des transports de munitions aux grues pour la manutention des projectiles, en plus du personnel de service. Numériquement, l'effectif mentionné atteignait 21 hommes, incluant conducteurs, commandants et artilleurs, ce qui indique déjà qu'il ne s'agissait pas d'une arme de batterie. C'était un détachement entier autour d'une seule pièce. Sa mobilité existait, mais elle était limitée. Il s'agissait d'une machine énorme de plus de 120 tonnes, avec des vitesses faibles et une autonomie réduite par rapport aux véhicules tactiques. Pour les déplacements stratégiques, elle dépendait fortement du transport ferroviaire et d'une planification préalable. On comprend ainsi son emploi, non pas pour accompagner des offensives rapides, mais pour des opérations où l'objectif justifiait le déploiement. En combat, il est associé au siège et au bombardement de positions fortifiées, où sa puissance de démolition avait un sens malgré toutes ses contraintes. Le Karl Gereth laisse une leçon technique et militaire. Lorsqu'une arme est conçue pour dépasser une limite physique, en l'occurrence le béton et l'acier des fortifications, le prix à payer est généralement un système lourd, lent et logistiquement fragile. Malgré cela, dans sa fenêtre d'utilisation, il fut exactement ce qu'il devait être, un outil spécialisé pour détruire ce qui semblait indestructible. Flammenwerfer 41, le lance-flamme d'infanterie et le combat à courte distance. Le Flammenwerfer 41, ou FMW 41, fut le lance-flamme standard de l'armée allemande à partir de 1941, en tant qu'évolution de modèles antérieurs qui s'étaient révélés trop lourds et difficiles à utiliser. Sa fonction tactique était claire, nettoyer les tranchées, les bunkers et les bâtiments où l'ennemi pouvait résister avec avantage, en le forçant à reculer ou à abandonner des positions fermées. Ce n'était pas une arme de ligne destinée aux échanges à distance. C'était un instrument d'assaut,
conçu pour la phase finale du combat. Sur le plan technique, le FMW40E1 était un système porté sur le dos, composé de réservoirs et d'une lance ou d'un projecteur manuel. Le carburant n'était pas de la simple essence, mais un mélange incendiaire épais, connu sous le nom de Flammel 19, une combinaison de goudron et d'essence qui améliorait l'adhérence et l'effet thermique. La propulsion était assurée par un gaz sous pression, bien que, selon certains historiens, de l'azote ait également pu être utilisé pour pousser le mélange à travers le tuyau jusqu'au projecteur, où il s'enflammait pour former le jet. Les chiffres permettent de comprendre à la fois sa dangerosité et ses limites. On cite une portée efficace d'environ 32 mètres, un poids en ordre de combat d'environ 28,7 kg, une charge de carburant de 11,8 litres et une durée totale de décharge d'environ 10 secondes, généralement utilisée en rafales courtes et non de manière continue. Cette durée très brève révèle la réalité de l'arme. L'opérateur ne disposait pas de beaucoup de temps de feu, mais de quelques secondes qui devaient être utilisées avec précision au moment exact. Le FMW40 illustre également un problème classique des lance-flammes, leur énorme impact psychologique et le risque tout aussi énorme pour celui qui les porte. Par conception, l'opérateur doit s'approcher, s'exposer et se concentrer sur la conduite du jet. De plus, il transporte un équipement encombrant qui limite sa mobilité et le rend facilement identifiable. L'histoire même du modèle fait état de difficultés pratiques. Durant l'hiver 1941, par exemple, des défaillances du système d'allumage furent signalées en raison des conditions de froid, ce qui conduisit à des modifications ultérieures du mécanisme d'allumage. En termes de production, il s'agissait d'une arme réelle et largement diffusée, et non d'un prototype isolé. On évoque des dizaines de milliers d'exemplaires fabriqués jusqu'en 1945, ce qui explique sa présence sur différents fronts et dans les combats urbains. Son emploi typique revenait aux unités d'assaut et aux génies de combat, intégrés à l'infanterie pour des missions de nettoyage de position, en particulier là où l'ennemi exploitait des structures, des sous-sols ou des tranchées profondes. En tant qu'objet historique, le Flammenwerfer 41 résume une vérité inconfortable du combat. Parfois, la technologie ne cherche ni la précision ni l'élégance, mais à imposer le contrôle d'un espace. En ce sens, l'arme était dangereuse à la fois parce qu'elle faisait techniquement, projeter du feu à courte distance, et parce qu'elle exigeait tactiquement, s'approcher suffisamment pour que la bataille cesse d'être à distance et devienne un affrontement rapproché et mortel. Machine Enigma, le chiffrement qui a rendu la guerre invisible à la radio. Enigma n'était pas une arme capable de détruire des bâtiments, ni un dispositif conçu pour le front en tant que tel, mais son impact fut tout aussi dangereux. Il permettait que des ordres, rapports et coordination militaires circulent par radio avec un niveau de secret que pendant de longues périodes de la guerre, l'Allemagne considérait comme pratiquement incassable. Il fut utilisé de manière extensive dans les différentes branches des forces armées allemandes, précisément parce qu'il offrait un avantage stratégique silencieux. Déplacer armée, flotte et approvisionnement sans que l'ennemi comprenne le message. Son fonctionnement était électromécanique. L'opérateur tapait une lettre et, au lieu de l'imprimer, la machine allumait une lampe avec la lettre chiffrée. À l'intérieur, le cœur était constitué par les rotors, des disques avec un câblage interne réalisant des substitutions électriques. Ce qui était décisif, c'est que les rotors tournaient à chaque pression de touche, changeant le circuit, de sorte que la même lettre pouvait être chiffrée différemment si elle se répétait plusieurs fois. En d'autres termes, le système générait une substitution polyalphabétique automatique et continue. À cette base s'ajoutaient deux composants clés. L'un était le réflecteur, appelé Umkehrwalze, qui renvoyait le courant par un chemin différent, rendant Enigma réciproque. Avec les mêmes réglages, chiffrer et déchiffrer était le même processus. L'autre était le panneau de connexion, le plugboard ou steckerbrett où l'opérateur échangeait des paires de lettres avant et après le passage dans les rotors. Ce détail multipliait l'espace des clés et compliquait énormément les attaques cryptanalytiques. Mais Enigma portait également un paradoxe technique qui finirait par être exploitable. En raison de la conception du réflecteur, aucune lettre ne pouvait jamais se chiffrer elle-même. Cette propriété, qui peut sembler triviale,
constituait une contrainte mathématique réduisant les possibilités et pouvant devenir un indice lorsqu'elle était combinée à des erreurs humaines ou à des messages prévisibles. Et c'est là que se situe le facteur le plus important de son histoire. Enigma n'était pas seulement une machine, c'était un système de procédure. Il dépendait du choix des rotors, de leur ordre, de la fixation des positions initiales et de l'application disciplinée des clés quotidiennes. Lorsque cette discipline faisait défaut et que des phrases répétées, des formats standardisés ou certaines habitudes de communication étaient utilisées, le chiffrement s'affaiblissait. Du point de vue opérationnel, le danger d'Enigma fut qu'elle transforma la guerre radio en une guerre d'ombre. Convois, sous-marins, interceptions, attaques aériennes, mouvements de troupes. Tout pouvait être coordonné à distance, avec une immense confiance dans le secret. Et lorsque ce secret commença à se fissurer, l'arme changea de nature. Ce qui protégeait auparavant commença à trahir. Enigma reste l'un des objets les plus inquiétants du XXe siècle, car elle montre qu'en guerre totale, l'information peut tuer tout autant que la poudre à canon. V1/Fiesler FI-103, la bombe volante et la terreur automatisée. La V1 fut l'une de ces armes qui modifient l'expérience civile de la guerre. Elle n'avait pas besoin d'équipage, elle ne cherchait pas les combats aériens, elle ne dépendait pas d'un bombardier qui pouvait être abattu en route. C'était en essence un missile de croisière primitif lancé en série pour punir les villes et affaiblir le moral. Les Alliés l'ont surnommé Buzz Bomb ou Doodlebug à cause de son bruit, et ce bruit, constitué d'un bourdonnement métallique et répétitif, est devenu partie intégrante de la peur. Les gens savaient que lorsque le moteur se taisait, la chute arrivait. Techniquement, la V1 était un petit avion sans pilote propulsé par un moteur à pulsoréacteur Argus 109-014. Ce type de propulsion, plus simple qu'un turboréacteur, générait des poussées par à-coup, d'où le bruit caractéristique. La charge explosive était énorme pour la taille de l'engin. On décrit une ogive d'environ 850 kg. La navigation ne se faisait pas par recherche de cible, mais par un pilote automatique qui maintenait le cap et les paramètres de vol. En pratique, la précision était limitée, mais le concept n'était pas chirurgical. Il était statistique. Les chiffres montrent pourquoi elle est devenue un problème défensif. Vitesse maximale indiquée d'environ 645 km/h et portée typique proche de 240 km. Cela nécessitait une défense par couche. Chasseurs pour l'interception, artillerie anti-aérienne, ballons captifs et attaques sur les sites de lancement. Pourtant, la logique de la V1 était la saturation. Même si une partie était abattue, une autre passerait. Et chaque impact était dévastateur à cause de la taille de la charge. La méthode de lancement faisait également partie de son identité technique. Bien qu'il y ait eu des V1 lancés depuis les airs, la majorité était catapultée depuis des rampes spécialement construites, transformant le territoire occupé en un réseau d'infrastructures pour le bombardement. Cela signifiait, à son tour, que la guerre se menait aussi contre la usine de lancement, renseignement, bombardement des rampes et poursuite des équipes mobiles. Son histoire a une dimension sombre qui ne peut être séparée de l'objet. Les Imperial War Museums soulignent que, aux côtés des victimes des attaques, il existe des victimes oubliées, des personnes forcées de fabriquer ces armes dans le cadre du système d'exploitation nazi. La V1 était la terreur par conception à sa destination et la violence par conception à son origine. En tant que technologie, la V1 est dangereuse pour ce qu'elle inaugure. L'attaque répétable, impersonnelle, industrielle. Ce n'est pas un pilote qui prend des décisions. C'est une machine qui suit un programme simple. Et l'idée qu'une ville puisse être frappée par des objets arrivant seuls, en série, fut un précurseur direct du monde des missiles qui allait suivre. Zyklon B, un fumigant industriel transformé en instrument d'extermination. Zyklon B n'est pas né comme une arme de guerre, au sens classique. C'était un pesticide/fumigant à base de cyanure d'hydrogène, ou HCN, utilisé pour la désinfection et le contrôle des parasites. Poux dans les vêtements, fumigation de wagons, entrepôts, bateaux et baraquements. Sa dangerosité, cependant, a été marquée à jamais par la manière dont le régime nazi l'a intégré au système de meurtre de masse dans les camps d'extermination, surtout à partir de 1942. La clé technique de Zyklon B résidait dans sa présentation.
Au lieu de transporter le gaz en soi, ce qui était très difficile à manipuler en raison de sa grande volatilité, le HCN était conditionné dans des boîtes scellées avec un matériau porteur ou adsorbant, comme de la terre de diatomée ou d'autres supports, qui retenait le composé et le libérait lorsqu'il était exposé à l'air. De plus, Degesch, l'entreprise associée au produit, avait incorporé un irritant d'avertissement destiné à signaler le danger lors des fumigations, et cette couche de sécurité faisait partie de la conception civile du produit. Ce détail technique est important car il montre pourquoi Zyklon B était si mortel dans des espaces clos. Une fois le récipient ouvert, le HCN se détachait du support et se dispersait rapidement. Le cyanure d'hydrogène agit en perturbant les processus vitaux de l'organisme et sa toxicité est élevée. C'est pourquoi, même pour des usages sanitaires, l'application nécessitait des espaces scellés et des protocoles stricts. Dans le système de fumigation, la procédure normale comprenait la fermeture du local, la libération contrôlée, l'attente, puis la ventilation ultérieure. C'est précisément ce cycle que le nazisme adapta de manière criminelle. Dans les camps, le Zyklon B a été utilisé comme moyen d'extermination. Cette affirmation n'est pas interprétative, elle est documentée par des institutions mémorielles et des musées et fait partie des preuves historiques de l'Holocauste. L'atrocité ne résidait pas dans une innovation balistique, mais dans la conversion d'un produit industriel en un outil bureaucratique de mort. Approvisionnement, stockage, distribution interne et procédures répétables. Une partie de ce qui rend cet objet inquiétant est son apparence administrative. Boîte, étiquette, inventaire, ordre. Après la guerre, certains responsables d'entreprises liés à son approvisionnement furent jugés. L'histoire du Zyklon B est devenue irréversiblement associée au crime. En tant que technologie, il constitue un rappel brutal qu'un système chimique conçu pour fumiger les parasites peut se transformer en arme lorsqu'il est combiné avec un appareil d'état de déshumanisation et d'extermination. Et c'est là son véritable danger. Non seulement ce que le composé fait, mais ce qu'une structure politique peut décider d'en faire. Passant du poison invisible à la démolition visible, l'objet suivant montre l'extrême opposé. Une machine conçue pour détruire les fortifications à coups d'acier et de tonnes de force. Schwerer Gustav, le canon ferroviaire de 80 cm qui transformait le tir en opération logistique. Schwerer Gustav fut l'exemple le plus extrême d'une idée qui obséda une partie du haut commandement allemand avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Si une fortification est trop épaisse pour l'artillerie standard, alors il faut construire une arme capable de la briser par pure masse et énergie. Il ne s'agissait pas d'un canon amélioré, mais d'un système gigantesque qui transformait chaque tir en un événement d'ingénierie. Krupp le développa à la fin des années 1930 avec un objectif initial très concret: pouvoir percer de grandes épaisseurs de béton armé et d'acier dans des ouvrages défensifs de premier ordre, comme ceux que représentait la ligne Maginot dans l'imaginaire militaire allemand. Le chiffre qui définit Gustav est son calibre, 800 mm. En artillerie, augmenter le calibre n'est pas un détail. Cela change complètement le type de munition, le système de chargement, le recul, la stabilité de la plateforme et, surtout, la logistique. Les projectiles de Gustav étaient si lourds qu'ils n'étaient pas manipulés comme des munitions, mais comme des charges industrielles. Les chiffres les plus cités mentionnent deux grandes familles: un projectile explosif d'environ 4,8 tonnes et un projectile perforant d'environ 7 tonnes, conçu pour traverser des structures renforcées avant de détonner ou de provoquer des destructions internes. La portée dépendait également de la munition et de la charge propulsive, mais on la situe généralement à un maximum d'environ 47 km dans des conditions idéales. La plateforme était ferroviaire par nécessité. Une arme de cette taille ne pouvait pas se déplacer sur route ni être repositionnée comme de l'artillerie de campagne. Gustav vivait sur des rails, ce qui impliquait que le terrain devait s'adapter à l'arme et non l'inverse. Pour tirer, elle nécessitait un emplacement préparé à l'avance. Nivellement, remblai, plateforme, point d'appui et, dans de nombreux cas, double voie parallèle pour répartir le poids et permettre des ajustements. Même la visée horizontale ne se faisait pas en tournant une tourelle, mais en déplaçant l'ensemble sur des sections courbes ou des configurations ferroviaires offrant une capacité minimale d'orientation. Cela révèle une limite opérationnelle. L'arme ne cherchait
pas ses cibles. Elle était installée dans un lieu à partir duquel elle pouvait couvrir un secteur prédéfini. La taille du système se comprend également par sa masse. Les chiffres les plus diffusés placent l'ensemble autour de 1350 tonnes. À cette échelle, transporter l'arme signifiait la démonter en composants et les déplacer sur des trains spéciaux. Ce n'était pas un transport tactique, c'était une opération de transport lourd. Le montage nécessitait en outre des grues, des équipements de levage, des outils spécifiques et du personnel hautement qualifié. Des centaines d'hommes étaient impliqués dans le montage et l'exploitation directe, et des milliers d'autres préparaient l'infrastructure ferroviaire et sécurisaient les environs. Et cet environnement constituait un problème stratégique. Gustave était impossible à cacher. Sa présence trahissait l'activité ferroviaire, les travaux sur le terrain et la concentration de troupes, ce qui en faisait une cible prioritaire pour la reconnaissance et les attaques. La cadence de tir était un autre indicateur de sa véritable nature. Bien qu'il puisse tirer avec une puissance difficilement égalable, ce n'était pas une arme de volume. Le chargement d'un projectile de plusieurs tonnes, le réglage du tir, la gestion du recul et les vérifications mécaniques faisaient que le rythme typique était d'environ un tir toutes les 30 à 45 minutes selon les sources et les conditions. En d'autres termes, chaque impact pouvait être dévastateur, mais chaque tir nécessitait du temps, du calme et de la sécurité autour de l'arme. Cela le rendait adapté à un scénario spécifique, siège prolongé et cible fixe. Historiquement, l'utilisation la plus citée de Gustave eut lieu lors du siège de Sébastopol en 1942, où l'objectif était de détruire des fortifications soviétiques profondément préparées, des dépôts souterrains et des positions d'artillerie protégées. Ce théâtre présentait deux exigences indispensables pour qu'une arme de ce type ait un sens. Du temps pour construire l'emplacement et des cibles immobiles. Dans une guerre de manœuvre, un colosse ferroviaire arrive en retard ou atteint un lieu qui a déjà changé. Dans un siège, en revanche, la cible reste, et alors l'arme peut jouer le rôle pour lequel elle a été créée, démolir ce qui semblait conçu pour résister. Mais même dans son habitat naturel, Gustave montrait le paradoxe des super-armes. Il était capable d'une énorme puissance concentrée, mais absorbait des ressources colossales. Voies ferrées, défense anti-aérienne, camouflage, maintenance, trains de munitions, ateliers. Un système de ce type ne se justifie pas par sa puissance brute seule, mais par le fait que cette puissance produise un résultat stratégique qui ne pourrait être obtenu autrement. Et entre 1942 et 1944, la guerre penchait déjà vers une combinaison d'aviation, d'artillerie plus flexible, d'interdictions logistiques et de mobilité. Dans ce contexte, Gustave était impressionnant, mais il était aussi une déclaration. L'Allemagne misait toujours sur la résolution des problèmes militaires par la taille industrielle, même si le champ de bataille changeait sous ses rails. Fusée V2/A4, le premier missile balistique opérationnel. La V2 fut une rupture technologique en pleine guerre. Pour la première fois, un projectile à longue portée pouvait être lancé dans la stratosphère et tomber sur une ville à vitesse supersonique sans possibilité réelle d'interception avec les moyens défensifs de l'époque. Contrairement à la V1, qui était essentiellement un avion sans pilote et pouvait être chassé ou abattu, la V2 inaugurait la logique du missile balistique. Lorsque la cible s'en rendait compte, il était déjà trop tard. Son développement se concentra au centre de Peenemünde, dans le cadre du programme de fusée dirigé par Wernher von Braun et un réseau militaro-industriel cherchant une arme de représailles. Le design, connu en interne sous le nom de A4, utilisait un moteur à propergol liquide et un système de contrôle par gyroscope qui stabilisait le vol pendant la phase de propulsion. En termes pratiques, le missile décollait verticalement, accélérant pendant une courte période, atteignait une grande altitude, puis suivait une trajectoire balistique jusqu'à la cible. Ce n'était pas une arme chirurgicalement précise selon les standards modernes. Sa dispersion pouvait être importante. Mais pour un objectif urbain ou une zone industrielle, le but était l'impact et la terreur, non la précision au millimètre. Techniquement, l'aspect le plus significatif de la V2 n'était pas seulement sa portée, mais l'ensemble des défis qu'elle réussissait à relever pour son époque. Stabilité aérodynamique,
contrôle en vol, structure capable de supporter vibrations et contraintes thermiques, et un système de propulsion avec une poussée suffisante pour soulever une charge explosive considérable. Elle impliquait également une chaîne logistique complexe, carburant, oxydant, transport, équipement de lancement et personnel spécialisé. C'est pourquoi la V2 n'était pas une fusée que l'on allume et c'est tout. C'était un système complet nécessitant préparation, coordination et points de déploiement relativement organisés, tout en cherchant la mobilité pour éviter d'être détruite sur des sites fixes. L'histoire de la V2 est indissociablement liée à son côté le plus sombre. Sa production et son assemblage reposaient sur le travail forcé dans des conditions brutales, notamment dans des installations souterraines liées à Dora Mittelbau et à l'usine Mittelwerk. Sur le plan humain, le programme V2 n'a pas seulement causé des morts sur les sites touchés, il a également laissé un bilan énorme parmi ceux qui ont été contraints de la fabriquer. En tant qu'objet historique, la V2 est dangereuse pour deux raisons. La première est directe, c'était une arme d'attaque à distance qui semait la destruction sans avertissement effectif. La seconde est son héritage. Après 1945, la technologie de la V2 fut étudiée et absorbée par les puissances victorieuses, devenant une base précoce pour le développement des missiles et plus tard de la conquête spatiale. En ce sens, la V2 n'était pas seulement une arme nazie, elle fut le début pratique d'une ère où le ciel cessa d'être une barrière défensive pour devenir un couloir d'attaque. La collection d'occultisme de l'Ahnenerbe, objets, symboles et pseudosciences comme outils de pouvoir. L'Ahnenerbe, une organisation liée au SS, n'était pas un laboratoire d'armes traditionnelles, mais elle a rassemblé un ensemble d'objets, de textes et de preuves qui se sont révélés dangereux d'une autre manière, en construisant une narration. Leur projet consistait à rechercher, collecter et réinterpréter des vestiges archéologiques, des manuscrits, des traditions et des symboles afin de soutenir une idée centrale du nazisme, la supériorité aryenne comme destin historique. Dans ce cadre, la collection de matériaux ésotériques et occultistes n'était pas un passe-temps excentrique, mais un instrument de légitimation idéologique. Le danger de cette collection ne réside pas dans le fait qu'un livre lance un sort, mais dans le fait que certains objets et récits ont été utilisés comme support visuel et intellectuel pour une politique de domination. Runes, symboles germaniques, prétendues reliques ancestrales, cartes historiques réécrites, généalogie mythique et textes interprétés de manière forcée nourrissaient une esthétique du pouvoir. Un monde où la violence se présentait comme la restauration d'un ordre naturel. L'Ahnenerbe, sous l'égide des SS, a tenté de revêtir de recherches scientifiques ce qui, dans de nombreux cas, était de la propagande, un biais délibéré ou une invention directe. En pratique, leur collection fonctionnait comme un système, archives, fiches, photographies, rapports et bibliothèques. Autrement dit, une bureaucratie appliquée à la construction d'un mythe. Cette structure permettait de produire des contenus pour la formation interne, des discours, des expositions et des matériels renforçant l'identité des SS. Dans un régime qui nécessitait cohésion et obéissance, les symboles et l'aura de mission historique aidaient à rendre l'idéologie émotionnellement plus puissante. Appartenance, destin, pureté, ennemi. Un autre élément essentiel était le pillage. Dans les territoires occupés, le nazisme a confisqué des collections privées, des bibliothèques, des pièces culturelles et des objets religieux ou historiques. Une partie de ce matériel a été intégrée ou reliée à des circuits de recherche et de propagande. L'appropriation culturelle n'était pas secondaire, elle servait à effacer les identités étrangères et, en même temps, à nourrir son propre récit. L'Ahnenerbe est également liée aux crimes de l'appareil SS, y compris des pratiques et projets qui ont franchi ouvertement les limites éthiques. C'est pourquoi parler de sa collection occultiste comme curiosité revient à manquer le point. Ce qui était dangereux, c'était sa fonction, produire une réalité parallèle où la hiérarchie raciale et l'expansion violente semblaient inévitables ou même vertueuses. En tant qu'objet historique, cette collection montre que la technologie du pouvoir n'est pas toujours métallique. Parfois, ce sont des documents, des symboles et des récits académiques qui préparent le terrain moral pour que l'inhumain semble logique. Et lorsque cela se produit, les objets les plus dangereux ne sont pas ceux qui explosent, ce sont ceux qui convainquent. Agent neurotoxique Taban, GA,
le saut chimique qui a ouvert une ère. Le tabun fut le premier agent neurotoxique identifié comme arme chimique moderne, découvert dans l'Allemagne nazie en 1936 par le chimiste Gerhard Schrader, alors qu'il étudiait des composés organophosphorés à des fins initialement civiles, principalement liées à l'utilisation comme pesticide. À partir de cette découverte, le régime l'intégra dans un programme de guerre chimique visant un avantage qualitatif, un toxique capable d'invalider ou de tuer en très petite quantité, avec des effets rapides et difficiles à gérer sur le champ de bataille. Ce qui distingue techniquement le tabun n'est pas son mystère, mais son mode d'action. Comme d'autres agents neurotoxiques, il inhibe une enzyme essentielle au fonctionnement normal du système nerveux, l'acétylcholinestérase. Lorsque cette inhibition se produit, les signaux qui devraient s'éteindre restent actifs, ce qui peut entraîner une insuffisance respiratoire et la mort en peu de temps si l'exposition est suffisamment élevée. Le résultat pratique est effrayant. Il ne s'agit pas d'une lésion visible mais d'un effondrement physiologique provoqué par une interférence chimique dans le contrôle du corps. D'un point de vue historique, le tabun fut produit et stocké par l'Allemagne pendant la guerre, mais il ne fut pas utilisé massivement en combat. L'explication la plus citée est stratégique, la crainte de représailles chimiques alliées et d'une escalade incontrôlable. Cette décision révèle quelque chose d'important. Même dans une guerre brutale, la guerre chimique fonctionnait comme un seuil, car elle pouvait transformer des fronts entiers en zones contaminées, saturer les services médicaux et déstabiliser toute la logistique. Un aspect clé du tabun est sa place dans le monde d'après-guerre. Après 1945, l'existence de ces agents a accéléré la consolidation de cadres internationaux visant à les interdire. Aujourd'hui, le tabun figure parmi les exemples d'agents chimiques dont la possession et la production sont interdites et strictement réglementées par la Convention sur les armes chimiques, sous la supervision de l'OIAC. Dans les termes contemporains, le tabun est le modèle de l'arme de catégorie maximale, un toxique aux applications légitimes extrêmement limitées, dont la valeur principale est militaire et qui, pour cette raison, est soumis aux restrictions les plus sévères. Dans l'imaginaire de l'armement nazi, le tabun montre le côté le moins visible du pouvoir, la volonté de fabriquer un avantage absolu sans cratère ni décombre, seulement avec la chimie. Et bien que son déploiement massif n'ait pas eu lieu, son développement fut suffisant pour changer l'histoire. Il inaugura l'ère des agents neurotoxiques comme menace stratégique et obligea le monde à construire un langage juridique et scientifique pour empêcher sa répétition. Messerschmitt, Me 262, l'avion qui a anticipé l'après-guerre en 1944. Le Messerschmitt Me 262 fut le premier chasseur à réaction opérationnelle à entrer en service dans un conflit réel. Ce n'était pas un prototype expérimental isolé, il effectua des missions de combat et força ses adversaires à adapter leurs tactiques et priorités. Sa pertinence ne s'explique pas seulement par le fait d'être plus rapide, mais parce qu'il introduisit la fin de l'hégémonie de l'avion à hélice comme outil dominant dans les airs. Son noyau technique consistait en 2 turboréacteurs Junkers Jumo 004, des moteurs de première génération avec une poussée suffisante pour porter l'appareil à des vitesses très supérieures à celles des chasseurs alliés à piston. Un chiffre qui le résume bien. Des vitesses maximales citées autour de 870 km/h avec un avantage de vitesse qui, une fois en vol, permettait de choisir quand entrer et quand sortir du combat. Lors de l'interception de bombardiers, cette différence se transformait en léthalite. Le Me 262 pouvait s'approcher rapidement, exécuter une passe d'attaque et rompre le contact avant que l'escorte ne réagisse efficacement. L'armement fut conçu selon le même critère, abattre des bombardiers lourds avec peu de tirs. Le Me 262A Schwalbe, par exemple, est cité avec 4 canons Mk108 de 30 mm, une configuration destinée à détruire de grandes cibles en courte rafale. Dans la pratique, cela obligea les pilotes allemands à inventer de nouvelles tactiques, car l'excès de vitesse compliquait le tir précis. L'approche d'un bombardier pouvait être si rapide que la marge de tir était courte. Cependant, le Me 262 fut également victime de son époque. Les moteurs à réaction de l'époque étaient fragiles et nécessitaient un entretien intensif. De plus, l'Allemagne faisait face à une pénurie de matériaux
à des bombardements sur les infrastructures et à une pression opérationnelle croissante. Cela explique un point clé. L'avion était plus vulnérable précisément là où il paraissait le moins super-arme, lors des décollages et atterrissages, lorsque l'accélération et la réactivité ne pouvaient compenser l'exposition. À ces moments-là, les Alliés concentraient leurs attaques sur les aérodromes et les voies d'approche, cherchant à détruire les jets dans leurs phases les plus faibles. S'ajoutait à cela un problème doctrinal. Le Me-262 fut en partie poussé vers des rôles de chasseur-bombardier dans certaines variantes et décisions, ce qui dispersa son impact en tant qu'intercepteur pur. Néanmoins, son héritage est indiscutable. Le Me-262 démontra que le saut technologique pouvait changer le champ de bataille plus rapidement que l'industrie et la stratégie. Il arriva tard et en nombre insuffisant, mais laissa un message clair. La guerre aérienne future ne tournerait plus autour des hélices, mais des turbines. Canon 5 3/Hochdruckpumpe, artillerie à charge multiple pour le bombardement à longue distance. Le V3 fut une tentative allemande de transformer l'artillerie en une arme stratégique de châtiment continu sans recourir aux bombardiers. Son nom de code, Hochdruckpumpe, qui signifie pompe à haute pression, visait à dissimuler le véritable objectif du projet. Un canon fixe capable de tirer des projectiles à très longue distance en utilisant un principe peu commun, celui des charges multiples. Contrairement à un canon classique, où une seule charge dans la culasse propulse le projectile, le V3 répartissait de petites charges latérales le long du tube. L'idée était que, tandis que le projectile avançait, ces charges s'enflamment en séquence afin de continuer à l'accélérer. En théorie, cela permettait d'atteindre des vitesses très élevées sans dépendre d'une culasse gigantesque. Les chiffres expliquent pourquoi le V3 apparaissait comme une super-arme d'ingénierie. Il était conçu avec un tube d'environ 130 mètres, un calibre de 150 mm et une portée maximale théorique proche de 165 km, avec une vitesse initiale projetée d'environ 1500 mètres par seconde et des projectiles d'environ 140 kg. Cependant, ce même concept imposait une contrainte fatale. L'arme était pratiquement inamovible. Son élévation et son orientation étaient fixes, ce qui obligeait à la construire déjà pointée vers la cible, comme si elle faisait partie du terrain. C'est pourquoi le plan central reposait sur un complexe souterrain dans le nord de la France. La forteresse de Mimoyec, creusée sous une colline de craie, est conçue pour abriter des batteries de V3 orientées en permanence vers Londres. Il s'agissait d'un réseau de tunnels, de galeries et de puits inclinés qui, dans sa conception finale, devait accueillir plusieurs tubes et dépôts de munitions, protégés par d'énormes dalles de béton. Le site fut identifié par les Alliés dans le cadre de l'opération Crossbow, la campagne contre les sites d'armes V, et subit des bombardements répétés. Le coup décisif survint le 6 juillet 1944, lorsque la RAF attaqua Mimoyec avec des bombes Tallboy à pénétration profonde, provoquant des effondrements dans les galeries et les puits et empêchant l'achèvement du site en tant que plateforme opérationnelle. Ainsi, le V3 principal fut neutralisé avant de pouvoir exécuter le bombardement soutenu prévu. Néanmoins, le programme ne disparut pas complètement. Des versions réduites du V3 furent construites et utilisées pour bombarder le Luxembourg entre décembre 1944 et février 1945, déjà comme une ressource tardive dans une guerre qui se refermait sur l'Allemagne. Ce qui inquiète dans le V3 n'est pas seulement sa taille, c'est sa logique. Une arme conçue pour tirer des centaines de projectiles depuis un bâtiment de béton, comme si le bombardement était une chaîne de production. Et cette idée se relie directement à l'objet suivant. Un explosif également pensé pour réduire le risque humain, mais transposé au sol, à l'échelle de la rue. Mine Goliath/SDKFZ302/303, le robot-bombe guidé par câble. Le Goliath fut l'une des premières expressions pratiques de la guerre terrestre sans équipage. Un petit véhicule chenillé, jetable, conçu pour transporter une charge explosive jusqu'à une cible et la faire détonner, contrôlée à distance par un opérateur. Dans la documentation allemande récupérée après la guerre, il est désigné comme Leichter Ladungsträger Goliath, c'est-à-dire porteur de charge léger Goliath. Et son concept était direct, remplacer l'assaut suicidaire par un objet capable d'avancer par lui-même. Techniquement, le Goliath était un châssis compact sur chenille
avec un blindage très mince d'environ 5 mm et une charge explosive typique de 60 kg. Le guidage se faisait au moyen d'un câble qui se déroulait depuis le véhicule lui-même. L'opérateur portait une boîte de commande et dirigeait le déplacement jusqu'au positionnement, puis déclenchait la détonation. Ce choix présentait des avantages, puisqu'il ne dépendait pas de la radio et subissait donc moins d'interférences, mais il le rendait en même temps vulnérable. Si le câble était coupé par le feu ou les débris, le véhicule devenait inutilisable. Il existait deux grandes familles. Le SDKFZ 302 était électrique, propulsé par deux moteurs, tandis que le SDKFZ 303 passa à un moteur à essence afin de réduire les coûts et de simplifier la production. En chiffres, le Goliath était petit mais pas léger, environ 370 kg, avec une vitesse approximative de 6 km/h et une portée contrôlable pouvant atteindre 1,5 km sur route et environ 0,75 km hors route, selon le terrain. Son utilité réelle se situait dans des scénarios très spécifiques. Ouvrir une brèche dans une barricade, détruire un nid de mitrailleuse, faire sauter un obstacle anti-char, attaquer un véhicule immobilisé ou nettoyer un point fort en combat urbain sans exposer un sapeur portant des explosifs à la main. Mais son efficacité restait liée à la friction du monde réel. Boue, fossé, décombres, pentes, et le fait qu'un objet lent et visible peut être détruit par des armes relativement simples s'il est détecté à temps. Malgré cela, le Goliath est un objet historique clé, car il révèle un changement de mentalité. L'explosion cesse d'être portée par un soldat et est désormais transportée par une machine. Même avec ses limites, il constitue un antécédent direct du principe moderne des véhicules de démolition sans équipage, placer du métal entre l'opérateur et le danger. Bombe guidée Fritz X/Ruhrstahl SD-1400X, précision contre les navires blindés. La Fritz X fut l'une de ces armes qui changent le type de guerre sans en modifier l'échelle. Elle ne cherchait pas à bombarder plus fort, mais à bombarder mieux, frapper un point vital d'un navire blindé depuis l'altitude avec une munition capable de percer les ponts et les protections internes. Pour cette raison, elle est souvent considérée comme l'une des premières armes guidées de précision utilisées en combat réel pendant la Seconde Guerre mondiale. Son origine est liée à une limitation classique de la guerre navale. Les cuirassés et les croiseurs lourds pouvaient résister à des explosions proches ou à la fragmentation, mais demeuraient vulnérables si une bombe pénétrait réellement. La Fritz X était basée sur une lourde bombe perforante, la PC 1400, à laquelle on ajouta un kit qui la transforma. Surface de contrôle à l'arrière, récepteur radio et système de guidage contrôlé par l'opérateur. Au lieu de tomber comme une pierre, elle pouvait corriger sa trajectoire pendant la descente. La méthode d'emploi était exigeante. La bombe était larguée depuis une grande altitude et une fois libérée, l'opérateur devait la maintenir dans son champ de vision et la guider à l'aide d'un émetteur, ajustant sa chute pour l'aligner sur la cible. Ce n'était pas un missile autonome, c'était une munition planante guidée, dépendante de la visibilité, de l'entraînement et du sang-froid sous le feu. Cette dépendance explique pourquoi sa fenêtre d'efficacité était relativement étroite. L'avion porteur devait rester dans une position permettant de poursuivre le guidage, l'exposant aux défenses anti-aériennes et aux chasseurs. D'un point de vue technique, la Fritz X était conçue pour la pénétration. Le National Museum of the United States Air Force l'a décrit comme une bombe perforante de 3450 livres, équipée d'un guidage radio et de surfaces de contrôle, destinée à des cibles fortement blindées. Il est également indiqué que, larguée depuis 20 000 pieds, elle pouvait pénétrer environ 28 pouces de blindage, un chiffre qui illustre sa raison d'être. Traverser des protections qui faisaient auparavant d'un navire une cible résistante. Son impact historique se comprend à travers des cas concrets. La Fritz X est associée à des attaques capables de neutraliser ou de couler de grands navires de guerre, montrant aux marines alliées que l'ère du bombardement approximatif évoluait vers autre chose. Si l'attaquant parvenait à maintenir le guidage, un seul impact pouvait modifier l'équilibre d'une opération navale. Et comme c'est souvent le cas avec les innovations, la réponse arriva rapidement. Manœuvres d'évitement, écrans de fumée, couverture aérienne et, surtout, efforts pour interférer ou dégrader la liaison de guidage. La Fritz X ne fut pas la fin de la guerre navale, mais elle constitua un avertissement précoce.
La précision pouvait être aussi décisive que le tonnage. Du ciel au sol, l'objet suivant illustre une logique opposée mais tout aussi efficace. Une arme qui n'avait pas besoin d'être intelligente, seulement fiable, rapide à mettre en œuvre et capable de remplir plus d'un rôle. Flak 88 mm/Flak 18/36/37/41, le canon qui domina air et terre. Le 88 n'était pas une rareté expérimentale. C'était une famille de canons anti-aériens allemands qui finit par se forger une réputation redoutable pour une raison très simple. Ils combinaient puissance, grande vitesse initiale et polyvalence. Conçus comme armes anti-aériennes, ces performances en ont fait également un canon efficace contre les cibles terrestres, en particulier contre les blindés et les fortifications à longue distance. Dans sa configuration typique, connue sous le nom de Flak 36/37, l'arme tirait la cartouche 88 x 571 mm/r, avec une vitesse initiale citée d'environ 840 mètres par seconde et une cadence pratique de 15 à 20 coups par minute. Ces chiffres sont importants car ils expliquent deux choses à la fois. Contre les avions, ils permettaient d'atteindre des altitudes opérationnelles importantes avec un volume de feu soutenu. Contre les chars, ils fournissaient une trajectoire relativement tendue, une meilleure précision et une capacité de pénétration à des distances où d'autres armes échouaient. Le montage était également crucial. Une plateforme cruciforme permettant une large rotation et élévation, conçue pour suivre les cibles aériennes, mais utile également pour réorienter rapidement le canon face aux menaces terrestres. L'équipage était important et dans certains documents, il est mentionné comme composé de 10 personnes, signe qu'il ne s'agissait pas d'une arme légère, mais d'un système nécessitant coordination et procédures opérationnelles. Sa carrière au combat contribua à forger sa légende. Le Flak 18 fut disponible en quantité limitée pendant la guerre civile espagnole, où son utilité contre les cibles terrestres fut déjà observée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le canon se généralisa comme colonne vertébrale de la défense anti-aérienne allemande. Les chiffres de production montrent cette ampleur. La page de référence recense 21 310 unités, toutes variantes confondues, en faisant un objet massif et non un mythe isolé. Il y eut aussi une évolution technique. Le Flak 41 visait des performances anti-aériennes accrues avec des munitions plus puissantes, 88 x 855 mm/r, et une vitesse initiale citée à 1000 mètres par seconde, augmentant son plafond effectif. Mais sa fabrication fut plus complexe et moins répandue. Cela révèle le dilemme classique. Plus de performance implique des exigences industrielles plus grandes, alors que l'Allemagne subissait déjà une pression extrême sur les matériaux, les usines et les transports. Le Flak 88 était dangereux, car il ne dépendait pas de la surprise technologique, mais de la qualité pratique. Il fonctionnait, pouvait être déployé, intégré et changé de rôle selon les besoins du front. Dans une guerre où le contrôle de l'air et l'arrêt des blindés étaient deux des problèmes les plus critiques, posséder une pièce capable de contribuer dans les deux domaines en faisait un outil particulièrement redouté. Panzerkampfwagen 8 Maus, la forteresse mobile qui devint un problème de physique. Le Maus est né d'une obsession très précise du haut commandement allemand. Construire un véhicule blindé qui, dans un affrontement frontal, soit pratiquement intouchable. Le résultat fut un superchar lourd qui porta l'idée d'invulnérabilité à tel point que le véritable ennemi ne fut plus le canon adverse, mais le terrain, les ponts, le carburant et la capacité industrielle de l'Allemagne en 1944. Le Maus fut achevé en juillet de cette année et bien qu'il ne combattit jamais, son existence réelle fut confirmée par les prototypes construits. En chiffres, le Maus brisait les échelles. 188 tonnes, ce qui en fait le véhicule de combat blindé entièrement clos le plus lourd jamais construit. Cette masse n'était pas un détail, elle déterminait toute sa vie opérationnelle. Pour se déplacer, il dépendait d'un moteur puissant et d'un système de transmission complexe. Pourtant, sa vitesse maximale citée était seulement de 20 km/h et son autonomie pratique limitée par une consommation énorme et la difficulté de le maintenir en conditions réelles de guerre. Le blindage était la promesse centrale. La fiche technique résume la logique. 200 mm à l'avant du châssis
et jusqu'à 220 mm à l'avant de la tourelle, avec des flancs également très épais pour les standards de l'époque. En théorie, cela le rendait capable d'absorber des impacts qui détruiraient tout autre char. Et en contrepartie, le Maus était armé non seulement pour résister, mais aussi pour dominer à distance. Canon principal 128 mm KWK 44L/55, accompagné d'un 75 mm coaxial et d'une mitrailleuse. Autrement dit, une arme conçue pour percer les blindages ennemis de très loin, avec un second canon pour les cibles plus molles ou pour ajustement rapide sans gaspiller la munition principale. Le problème est qu'un char ne vit pas sur une fiche technique. Il vit sur les routes, les ponts, la boue, les pentes, les chemins de fer, les ateliers et les lignes d'approvisionnement. Et là, le Maus devenait dangereusement peu pratique. Un véhicule de 188 tonnes met presque toutes les infrastructures à l'épreuve. De nombreux ponts ne le supportent pas et le transport ferroviaire exige une planification chirurgicale. Même manœuvrer sur un front en retraite était un risque. Si le char était endommagé ou à court de carburant, le récupérer était presque impossible. Ce paradoxe explique pourquoi le Maus est si inquiétant comme objet. C'est le point où le désir de suprématie technique se heurte à la réalité logistique. L'Allemagne arriva à construire 2 châssis et une tourelle complète. Le projet resta inachevé lorsque les terrains d'essai furent capturés par l'armée soviétique. Ce qui reste, c'est l'image d'une bête blindée qui, si elle avait existé en nombre significatif, aurait représenté un sérieux problème tactique pour la défense de points fixes. Mais qui, dans la guerre réelle de 1944 à 1945, était un luxe impossible. Horten Ho 229, l'aile volante à réaction qui a tenté de briser la guerre aérienne. Le Horten Ho 229, également connu sous le nom de Horten H.9 dans sa phase initiale, fut la tentative la plus radicale de l'Allemagne nazie pour combiner 2 concepts en avance sur leur temps, l'aile volante et la propulsion à réaction. Ce n'était pas un avion en plus, c'était un changement d'architecture. Au lieu d'une cellule et d'une queue conventionnelle, la conception concentrait presque tout dans une aile en forme de delta, cherchant à réduire la traînée aérodynamique et à gagner en efficacité et en vitesse. Son histoire opérationnelle montre une course contre la montre. Le premier prototype, le H951, était un planeur non motorisé qui effectua son vol inaugural le 1er mars 1944. Puis vint le H952, déjà équipé de moteurs à réaction Junkers jumeaux 004, et son premier vol propulsé a eu lieu en décembre 1944. Le plan était de passer des prototypes à la production, mais les frères Horten n'avaient pas de capacité industrielle suffisante et la fabrication fut transférée à la Gotha Air Wagon Fabrik, ce qui illustre une autre tension du projet. Une idée aérodynamique brillante a besoin d'une usine capable de la transformer en métal, bois, tolérance et entretien. L'objet survivant le plus célèbre est le Ho 229-3, capturé incomplet et aujourd'hui conservé dans une collection muséale. Dans sa description, le Smithsonian le définit comme un avion à 2 moteurs à réaction en forme de delta/aile volante avec une cellule en acier et un revêtement en bois, et il mentionne des dimensions concrètes, une envergure de 16,8 mètres et une longueur de 7,47 mètres. Ces chiffres aident à se le représenter. Ce n'était pas un micro-prototype expérimental, c'était un véritable avion de combat. Pourquoi ce design était-il dangereux en termes militaires ? Parce qu'il promettait un profil d'attaque différent. La vitesse d'un jet compliquait déjà l'interception. Si en plus l'avion offrait moins de résistance aérodynamique et une silhouette atypique, la défense basée sur des chasseurs à hélice et la prédiction visuelle devaient s'adapter. Cependant, comme pour presque toutes les armes tardives, le HO 229 se heurta à des limitations matérielles, à un temps de test insuffisant et à une industrie sous bombardement. Il faut également souligner que le HO 229 n'a jamais été un système mature. Ce fut un prototype avancé, pas un avion déployé en escadrille. C'est précisément pour cela que son histoire est si inquiétante. Elle prouve que, même à l'orée de l'effondrement, le Reich continuait d'investir dans des sauts technologiques visant un avenir de guerre aérienne dominé par des turbines et des conceptions non conventionnelles. SG 1229 Vampire / Zielgeret 1229.
voire dans l'obscurité, mais au prix du poids et de la fragilité. Vers la fin de la guerre, l'Allemagne tenta de résoudre une limite qui conditionnait presque tous les combats terrestres, la nuit. En 1943 à 1944, le Zielgeret 1229, connu sous le nom de code Vampire, fut développé, un système de vision nocturne infrarouge active conçu principalement pour être monté sur le STG-44. Ce n'était pas de la vision thermique comme on l'imagine aujourd'hui, il ne détectait pas la chaleur corporelle. Il fonctionnait comme un phare invisible, il émettait de la lumière infrarouge et un convertisseur d'image la transformait en une image visible pour l'utilisateur. Ce détail technique le définit complètement. Étant un système actif, il nécessitait un éclairage constant et une alimentation continue, ce qui le rendait encombrant. Les sources qui décrivent l'équipement s'accordent sur l'ampleur du problème. Le kit de visée plus éclairage pesait environ 2,26 kg et le pack de batterie, stocké dans une boîte en bois, avec une batterie supplémentaire pour le convertisseur, pouvait atteindre environ 13,59 kg, transporté sur un harnais ou une structure de type trajet Gestel 39 et dans un contenant modifié. En d'autres termes, le soldat ne portait pas seulement le fusil, il portait un système dessus avec des recharges, de l'entretien et des limites logistiques. Cela en valait-il la peine? En théorie, oui. Le Vampire offrait un avantage de quelques secondes décisives. Identifier des silhouettes, des mouvements et des positions lorsque l'adversaire était encore aveugle. Il y a des rapports selon lesquels un homme debout pouvait être distingué à des dizaines de mètres, et dans certains documents, on parle d'environ 70 mètres dans des conditions favorables, surtout s'il bougeait. Cela correspond à un usage plausible, patrouille, embuscade, défense des périmètres, action nocturne de courte portée où le premier tir décide de la vie ou de la mort. Mais l'histoire du Vampire est avant tout celle de ses limites. Il fut fabriqué en petite quantité, car dans les rapports recueillis après la guerre, des chiffres allant de 200 à 310 unités sont mentionnés, et il arriva trop tard, les déploiements en combat étant mentionnés seulement à partir de février 1945. De plus, les textes techniques eux-mêmes indiquent que l'équipement était fragile et encombrant, peu adapté aux situations d'assaut où le soldat devait courir, se jeter, grimper ou se battre dans des espaces confinés. Et même si l'infrarouge n'était pas visible à l'œil nu, l'éclairant imposait néanmoins une discipline. Il s'agissait d'un avantage si l'environnement était contrôlé. Cela pouvait devenir un fardeau si l'unité perdait en mobilité ou si la logistique des batteries échouait. En tant qu'objet, le Vampire est dangereux non pas par les dégâts directs, mais par l'idée qu'il introduit le soldat augmenté, qui transforme la nuit en terrain opérationnel. C'est le prologue d'une guerre où voir en premier équivaut à tirer en premier. Et cette même logique, poussée à l'extrême opposé, explique l'objet suivant, une arme qui ne cherche pas à mieux voir, mais à tuer à quelques centimètres, cachée en pleine vue. Pistolet à boucle, la miniature létale pensée pour la dernière seconde. Parmi les objets les plus étranges de l'Allemagne nazie, il en est un qui semble conçu pour trahir l'intuition, un pistolet caché dans une boucle de ceinture. Il est attribué à Louis Marquis et apparaît dans des collections et registres comme une rareté d'armes dissimulées, associée à des contextes de renseignement ou d'utilisation de dernier recours. Le but n'était pas de combattre à distance, ni d'offrir une grande puissance de feu, mais de permettre un tir surprise lorsque le porteur semblait désarmé ou qu'il ne pouvait plus recourir à une arme conventionnelle. Le mécanisme variait selon les exemplaires, mais la logique restait cohérente. La boucle cachait des canons courts et un système de tir interne. En actionnant une sécurité ou une poignée, un capot ou une plaque frontale se rabattait et laissait les canons exposés, prêts à tirer. Dans un exemplaire conservé et décrit par un musée des armes, il est mentionné une configuration avec 2 canons jumelés et une plaque frontale qui se rabat pour révéler l'ensemble. Dans une autre description d'enchères, une variante différente est apparue, un bloc compact avec 4 canons très courts cachés sous un couvercle à charnière. Cette diversité fait partie du phénomène. Plus qu'un modèle standard produit en masse, c'était un objet de niche fabriqué en petite quantité avec des versions et prototypes. Le calibre varie aussi selon l'exemplaire documenté.
Il est fait mention de configuration en .22 LR et aussi de versions attribuées à des cartouches de 7,65 mm, ce qui renforce l'idée d'une famille expérimentale plutôt que d'une production uniforme. Ce qui ne change pas, c'est la conséquence tactique. Une telle arme exige une proximité extrême. Avec des canons de seulement quelques centimètres, sa portée utile est de contact ou de quelques mètres. Elle n'est pas faite pour viser calmement, elle est faite pour un instant. Une lutte, un contrôle, une inspection, une reddition simulée, une situation où le premier tir est le seul qui compte. C'est pourquoi sa dangerosité est psychologique autant que physique. La boucle est un objet quotidien, associé à l'uniformité, la discipline et l'apparence. La transformer en arme brise le contrat visuel du combat. L'ennemi ne peut plus se fier à ce qu'il voit. Et cela révèle également un état d'esprit. Lorsqu'un régime investit dans des armes cachées, il accepte des scénarios d'infiltration, d'exécution et de violence de proximité où la discrétion vaut plus que la puissance de feu. Il convient de le dire clairement. Ce type de dispositif n'est pas une génialité mécanique innocente, mais un symbole de guerre sale et de désespoir tactique. Son histoire se conserve aujourd'hui principalement comme une rareté de collection et un témoignage de jusqu'où est allée l'ingénierie de la tromperie. Werfergranate 28/28 cm Wurfkörper Spreng, le missile lourd qui transforma des boîtes de transport en lanceurs. Sous le nom de Werfergranate 28 se cache en réalité une famille de munitions de fusées allemandes de 28 cm utilisées par les troupes Werfer, les lance-roquettes, et par des systèmes d'artillerie de fusées improvisées ou semi-standardisées. La dénomination technique la plus citée est 28 cm Wurfkörperspreng, soit littéralement projectile explosif lancé. Un missile lourd conçu pour frapper à courte distance avec une charge énorme, plus proche d'un marteau de démolition que d'une arme de précision. Le contexte de son apparition aide à le comprendre. L'Allemagne avait développé les unités Nebeltruppen, initialement associées à la fumée et, théoriquement, aux armes chimiques, mais qui au cours de la guerre se sont spécialisées dans les munitions explosives et la saturation. Dans ce contexte, le 28 cm Wurfkörperspreng s'intégrait parfaitement. C'était un missile relativement lent, à portée courte, mais capable de faire tomber des murs, d'ouvrir des brèches et d'écraser des positions fortifiées avec une violence que l'artillerie conventionnelle ne pouvait pas toujours concentrer aussi rapidement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, sans besoin d'adjectifs. Le missile complet pesait environ 82 kg et portait une ogive de 50 kg d'explosifs à haut pouvoir destructeur. Pour une comparaison mentale, 50 kg de charge utile explosive en un seul impact représente une quantité énorme pour une arme tactique. Sa vitesse de sortie se situe autour de 145 mètres par seconde et sa portée maximale avoisine les 1925 mètres. Autrement dit, il n'était pas conçu pour des duels à longue portée, mais pour soutenir des assauts, battre des défenses proches ou punir des secteurs urbains et des lignes de tranchées. Le lanceur le plus associé est le 28 sur 32 cm Nebelwerfer 41, une plateforme à 6 tubes montée sur un châssis à 2 roues, avec des stabilisateurs pour le tir. Ce lanceur avait une autre caractéristique qui révélait l'ADN du système. La même structure acceptait des missiles de 28 cm et de 32 cm grâce à des rails adaptateurs, ce qui témoigne d'une approche modulaire pour les munitions lourdes. Les missiles étaient stabilisés par rotation et étaient tirés électriquement. Leur traînée et la poussière soulevée révélèrent la position, obligeant à déplacer rapidement la pièce pour éviter la contre-batterie. Mais le détail le plus inquiétant est que ces missiles ne dépendaient pas exclusivement d'un lanceur conventionnel. Ils pouvaient également être tirés de leur boîte d'emballage qui incorporait des pieds/supports simples pour ajuster l'élévation. C'est une idée brutalement pragmatique. L'emballage devient une partie de l'arme. En pratique, cela a permis de créer des dispositifs de lancement dans des positions improvisées ou de monter des groupes de fusées sur des cadres en bois ou en métal. Cette logique atteignit sa forme la plus célèbre avec les cadres Wurfrahmen, 40 installés sur des véhicules semi-chenillés comme le SDK-FZ 251, surnommé Stuka zu Fuß ou Stuka à pied, car il lançait des salves de fusées avec un effet moral et destructeur très visible.
Le résultat fut un système mobile, rapide à installer, qui pouvait lancer des frappes explosives à haute puissance sur des cibles proches, bâtiments solides, barricades, nids de résistance, zones urbaines. Ce n'était pas une arme propre, c'était une arme de choc. Comme histoire technologique, le Werfer-Granate 28 montre une transition. De l'artillerie qui calcule et ajuste à l'artillerie à fusée qui sature et détruit avec des munitions plus simples et une logistique adaptée au chaos du front. Et cela donne un enseignement très concret. Parfois, l'objet le plus dangereux n'est pas le plus sophistiqué, mais celui qui transforme une idée industrielle en un mécanisme de violence répétable. Stielhandgranate. Modèle 24/M24, le marteau à main qui misait sur l'onde de choc. La Stielhandgranate 24, connue sous le nom de M24, était la grenade standard de l'armée allemande au début de la Seconde Guerre mondiale et l'une des silhouettes les plus reconnaissables du conflit. Une tête métallique cylindrique vissée sur un manche en bois. Son design ne visait pas tant la fragmentation comme d'autres grenades contemporaines, mais un effet principalement de commotion ou onde de choc. Une onde de pression forte dans des espaces clos ou à courte distance. La M24 était un raffinement des modèles de la Première Guerre mondiale. La famille Stielhandgranate existait depuis 1915 et en 1924, une version améliorée fut standardisée, plus pensée pour la production de masse et l'usage régulier. Cet héritage est important car il explique sa philosophie. Le manche offrait un avantage concret par rapport aux grenades en forme de balle. Il permettait un meilleur levier de lancement, facilitant un lancer plus loin ou avec plus de contrôle, surtout avec des gants, dans la boue ou sous le stress du combat. En termes de dimension, les musées aident à fixer l'échelle réelle. L'Imperial War Museums enregistre des exemplaires avec des longueurs de l'ordre de 350 mm et des diamètres d'environ 65 mm pour la tête. L'Australian War Memorial décrit la structure avec précision. Une tête en acier mince contenant de l'explosif, vissée sur un manche creux en bois, au centre duquel passe un cordon double relié à un initiateur par friction et, à l'extrémité inférieure, une petite boule en porcelaine protégée par un couvercle métallique. Cet ensemble définit son identité technique. La grenade était, en essence, un conteneur d'explosifs avec un système d'initiation intégré dans le manche lui-même. Un élément clé est le retard. La documentation moderne sur la M24 mentionne un retardateur de 4 à 5 secondes environ. Ce délai était suffisant pour lancer la grenade et chercher un abri, mais aussi assez court pour empêcher des réactions lentes dans des espaces confinés. En combat urbain, dans les tranchées ou dans des pièces fermées, cette combinaison de retard et d'effet de choc la rendait particulièrement redoutée. Il n'était pas nécessaire de remplir l'air d'éclat pour forcer quelqu'un à quitter une position. Le design lui-même, cependant, comportait un revers. Ayant un boîtier relativement mince et misant sur l'onde de choc, sa fragmentation était moindre que celle des grenades conçues spécifiquement pour produire des éclats, comme la Mills britannique. Pour compenser cela dans certains usages, il existait le concept de coque ou chemise de fragmentation, des variantes défensives qui transformaient l'explosion en quelque chose de plus proche d'une grenade à éclat. Cette dualité la rend également intéressante en tant qu'objet, une base standardisée capable de s'adapter à différents rôles en fonction des accessoires et du contexte. En pratique, la M24 s'intégra dans la culture matérielle du soldat allemand. Elle était transportée suspendue à l'équipement, stockée en grande quantité et utilisée à la fois en attaque et en défense. Sa forme avait même un effet psychologique. Le manche rendait le geste de la lancer plus mécanique, presque comme jeter un outil. Et cette normalisation visuelle en dit long sur la guerre industrielle. Lorsqu'un explosif devient un outil quotidien, le seuil mental de la violence baisse.